Bonjour. Un écrivain s'inspire toujours de son expérience, de son vécu, qu'il écrive des récits fictifs ou, a fortiori, des textes plus autobiographiques. Marcel Proust a montré que la vie d'un homme pouvait servir de base à une œuvre littéraire. Encore faut-il que l'auteur mette une certaine distance entre ce qu'il a vécu et la façon dont il va la raconter, la partager avec son lecteur. Cette prise de distance implique une certaine expérience au niveau de la vie de l'auteur et de sa pratique de l'écriture. C'est une discipline assez difficile à maîtriser. Or, cet exploit, un jeune écrivain américain l'a réalisé au milieu des années 80. Et tant qu'à faire, il devait tout bouleverser sur son passage. Bret Easton Ellis naît en 1964 à Los Angeles. Il a le profil de 50% des jeunes de son époque. Ses parents sont relativement aisés, il divorce alors que le jeune homme n'a que 18 ans, et celui-ci récolte en conséquence un certain nombre de névroses. Là où il se distingue de ses contemporains, c'est qu'il commence à écrire. Et il publie dès l'âge de 21 ans un premier roman qui devait stupéfier tous ceux qui l'ont lu à l'époque. Moins que zéro. Dans Moins que zéro, Bret Easton Ellis met en scène son double littéraire, un jeune homme qui s'appelle Clay, qui étudie dans une université du New Hampshire, où il ne rencontre que des gens assez friqués, et revient passer des vacances d'hiver à Los Angeles, sa ville natale. Là, il revoit sa mère et ses deux sœurs, et revoit ses amis qu'il a un petit peu perdu de vue. Ses amis, eh bien, ils sont comme lui, des jeunes gens friqués qui ont tout eu dès leur naissance. Ils ont pour la plupart une Ferrari, une carte American Express bien lestée de dollars, et l'accès direct à un dealer. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont parfois même extrêmement intelligents et cultivés. Le problème, c'est qu'ils n'éprouvent plus rien. Ils sont totalement blasés, saturés. Leur seule façon d'éprouver encore quelque chose, c'est de se droguer, de boire et de baiser. Pour le reste, la vie leur est totalement indifférente. Et ils en sont totalement conscients. Ils valent moins que zéro, et ils le savent. Là où Bret Easton Ellis fait très fort, c'est que pour parler de ce mal-être existentiel, il va utiliser un procédé narratif où il montre une série de scènes apparemment insignifiantes, où les jeunes gens échangent des propos convenus et font des choses absurdes. Ils vont voir un psychiatre ou un dealer, ils assistent à un viol, ils voient un homme mourir dans la rue, et tout cela leur est totalement égal. Et c'est justement cette indifférence au monde qui est le sujet du livre. Bret Easton Ellis tend un miroir à l'Amérique. Il montre une société gavée de surconsommation, où les individus sont surpsychiatrisés, surneuroleptisés, vivent dans un narcissisme délirant, et finalement ne trouvent un sens à leur existence qu'en se perdant dans une course à la consommation. Il montre l'absurdité d'une société totalement matérialiste. Est-ce un miroir déformant qu'il tend l'Amérique ? Ou est-ce l'Amérique qui est devenue tellement effrayante qu'elle prend ce visage absurde et extravagant ? C'est à chaque lecteur de trouver sa réponse. Il devait publier par la suite un roman qui se passe sur un campus américain, où il met en scène ce même type de personnage, un roman remarquable d'ailleurs, puis publier en 1991 son chef-d'œuvre, American Psycho. Dans American Psycho, que Bret Easton Ellis avait publié à l'âge de 27 ans seulement, il montre un jeune yuppie new-yorkais, dont le boulot est de faire du fric, et qui, pour se désennuyer quelque peu, en vient à devenir un serial killer. Ce roman est d'une violence telle que son éditeur d'origine a refusé de le publier. C'est un autre éditeur qui s'en est chargé. Et d'emblée, il devait accéder au statut de roman culte. Souvent, on me pose la question, fallait-il aller aussi loin dans la description de scènes de violence ? En effet, certaines scènes sont d'une cruauté proprement insoutenable. Peut-être était-ce le prix à payer pour parler d'une Amérique contemporaine gavée de violence. Mais cela, c'est à chacun de trouver sa réponse. Le roman de type autobiographique est une grande spécialité française. Il y a des œuvres consternantes, des œuvres quelconques qui laissent plus ou moins indifférents, et puis des œuvres remarquables de subtilité et de finesse. Parmi ces auteurs, l'un d'eux se distingue par une extrême discrétion médiatique, inversement proportionnelle à son génie littéraire proprement stupéfiant. Mais de lui, il sera question la prochaine fois.
Je vais faire un peu de pub pour mon dernier roman, Anonyme, publié aux éditions du Ver à Soie. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui rentre un soir de son travail et découvre un autre homme sur le pas de sa porte. Et cet autre homme lui dit « Donnez-moi 1 euro et je vous laisse rentrer chez vous ». Et c'est le début d'une longue aventure, à la fois thriller social, mais aussi miroir de notre temps.